Le podcast Classe à part est une présentation de la Caisse Desjardins de l'éducation. La Caisse Desjardins de l'éducation, si vous êtes enseignant, enseignante, si vous êtes du personnel de soutien, si vous êtes cadre ou encore professionnel, étudiant en éducation, retraité, membre d'un CPE, d'un centre de petite enfance, c'est une caisse qui est là pour vous, qui va comprendre vos besoins. On travaille qu'avec du personnel de l'éducation. On comprend aussi votre réalité, les réalités du milieu. Si vous êtes du personnel à statut précaire, on comprend aussi cette réalité-là. Donc, la Caisse Desjardins d'éducation est là pour vous. Elle va répondre à vos besoins. C'est une caisse qui est 100% virtuelle. Donc, partout au Québec, on peut faire affaire avec eux. Puis Desjardins, il ne faut pas l'oublier non plus. C'est une institution financière qui est impliquée dans notre milieu. C'est un levier socio-économique. Il va faire des dons, des commandites. Donc, ça aide aussi tout ce qui touche l'éducation au Québec. Les podcasts originaux de Boulevard 102.1. Classe à part. Classe à part. Avec Sylvain Dancause. Enseignement, apprentissage et comportement de nos jeunes. Le prof Dancause explore les grands enjeux éducatifs d'aujourd'hui et de demain. Voici Classe à part. Allô tout le monde, ici Sylvain Dancause. Bienvenue dans le podcast Classe à part, podcast où on parle d'éducation. Cette semaine, on va aborder ensemble un thème qui est assez récurrent, qu'on entend beaucoup parler dans les médias, donc la gestion des comportements à l'école. Et pour ce faire, mon invité aujourd'hui est Karine Hamel. Bonjour Karine. Bien, bonjour Sylvain. Karine est psychoéducatrice depuis environ 15 ans dans la région de Québec. Actuellement, elle est conseillère au soutien des personnes en situation de handicap à la TELUC. D'entrée de jeu, Karine, j'aimerais ça qu'on explique, parce que c'est pas toujours clair là, dans le cadre d'une école, là, dans le cadre scolaire, là, qu'est-ce que ça fait une psychoéducatrice? C'est quoi la job d'une psychoéducatrice? Bien, une psychoéducatrice à l'école va travailler notamment les troubles de l'adaptation et les troubles de comportement. Donc, c'est de trouver avec l'équipe école, en collégialité avec les autres intervenants, un plan d'action pour faire en sorte que le comportement qui est identifié en classe se résorbe ou s'atténue par des interventions directes. J'ai l'impression que cet emploi-là, quand j'ai commencé ma carrière, était inexistant. Est-ce qu'il existait ou c'est relativement récent, ça, le job de psychoéducatrice dans nos écoles au Québec? Bien, la job de psychoéducation, ça date des années 70 avec Boscoville, là, dans le temps, là, à Montréal, avec Gilles Gendreau, Jean Gervais, puis Marcel Renoux. Il y avait Suzanne Navigueur, il y avait plein d'intervenants qui, dans les centres jeunesse, intervenaient à l'intérieur des centres de réadaptation pour des jeunes qui étaient en difficulté. De là est née la psychoéducation. Donc, c'est typiquement québécois. C'est une formation qui s'est bâtie au fil des années. Donc, moi, c'est ma 30e année cette année. Donc, ça fait à peu près 50 ans que ça existe, mais c'est de plus en plus connu au Québec. Puis, on commence à rayonner aussi à l'extérieur du Québec, dans la francophonie, notamment en France, en Suisse, en Belgique. OK, puis dis-moi donc, parce que ça, c'est pas clair pour les parents peut-être qui nous écoutent, puis même des fois pour certains intervenants qui commencent dans nos écoles, parce que là, on entend parler, là, puis souvent dans les médias, exemple, les techniciens et techniciennes en éducation spécialisée, donc ils font partie des employés de soutien. Mm-hmm. Dans nos professionnels, bon, il y a la psychoéducatrice, mais il y a aussi la psychologue. Oui. Tu sais, dans une école, là, on a-tu besoin de ces trois personnes-là, ces trois corps de métier-là? C'est quoi la différence? Parce que des fois, les gens ont l'impression que c'est toute la même affaire. Parce que quand on dit technicienne en éducation spécialisée, psychoéducatrice, psychologue, c'est comme, avez-vous besoin d'autant de ressources que ça? Là? C'est quoi la différence? Ils font quoi, ces gens-là? C'est une bonne question. Le technicien en éducation spécialisée, lui, va travailler en première ligne. Donc, quand il y a des comportements qui peuvent surgir en classe, on va faire appel en premier lieu au technicien qui est très bien équipé là, pour faire de la gestion comportementale puis soutenir l'enseignant. Quand la situation devient un petit peu plus chronique, quand les comportements deviennent répétitifs et que le technicien en éducation spécialisée, le communément appelé le TES, n'arrive pas à faire éteindre le comportement, là, c'est à ce moment-là que le psychoéducateur ou même le psychologue va intervenir. Le psychologue, normalement, son rôle, ça va être d'établir des diagnostics avec des tests standardisés. Le psychologue, parce qu'il a une formation et un doctorat, peut évaluer et établir un diagnostic, ce qu'un psychoéducateur ne peut pas faire.
Le psychoéducateur, maîtrise en psychoéducation, va plutôt, lui, faire en sorte de mettre en place le plan d'intervention pour et trouver des mesures adaptatives pour, justement, intervenir puis travailler en collégialité avec le TES là, pour faire en sorte que tout ça puisse s'éteindre. Je t'arrête là parce que tu as utilisé un mot qui peut-être pas que tout le monde maîtrise. Tu as dit il va s'occuper, le psychoéducateur va s'occuper du plan d'intervention. Oui. Juste pour être clair, c'est quoi ça, un plan d'intervention dans le cursus là, d'un élève? Là? Le plan d'intervention, ça va être qu'est-ce qu'on va décider en équipe école avec l'enfant, avec l'élève et les professeurs, les enseignants. Ses parents aussi, j'imagine? Ses parents aussi, ouais. Absolument, pour faire en sorte de travailler tous ensemble dans la même direction. Donc, on va établir un objectif qui est, par exemple, de diminuer les sorties de classe ou de diminuer la fréquentation locale-retrait. Puis, on va mettre des moyens en place auprès de l'élève pour faire en sorte que ça se résout puis qu'il soit en classe. Parfait. À faire ses apprentissages, pas assis les fesses là, dans un local de retrait à regarder les mouches voler. Excellent. Fait que là, on parle de notre équipe école. Fait que là, ben, tout le monde connaît l'enseignant et l'enseignante. On a notre première ligne qui est le technicien en éducation spécialisée, notre TES. Puis on a un peu comme une deuxième ligne qui serait le psychoéducateur qui est un peu spécialisé en comportement puis qui va venir un peu gérer le plan d'intervention. Puis on a le psychologue qui est capable de poser des diagnostics puis aller rencontrer certains jeunes là, pour aller peut-être investiguer certaines choses puis ensuite diagnostiquer certains problèmes. J'ai bien compris, là? C'est absolument ça. Puis le psychologue, pour faire un petit peu de pouce sur qu'est-ce que tu dis, va être en mesure aussi de trouver des mesures adaptatives pour les apprentissages. Donc, peut coordonner aussi le plan d'intervention. Par exemple, si l'élève a une dyslexie, dysorthographie, va avoir besoin de mesures adaptatives, comme par exemple WordQ, Lexibar ou du matériel adapté. Donc, le psychologue va pouvoir aussi mettre ça en place dans le plan d'intervention. Ouais, ça, pour ceux qui nous écoutent, le WordQ, Lexibar, c'est des logiciels. Ce sont des logiciels de synthèse vocale permettent et de prédiction là, qui permettent à l'élève d'entendre plutôt que de lire, par exemple, pour sa dyslexie, pour mieux comprendre puis mieux encoder ses apprentissages. C'est ça, parce que maintenant, pour ceux que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été à l'école ou qu'ils sont un peu déconnectés de l'école, il y a des élèves qui ont des portables. Oui. Ces élèves-là qui ont un portable ont certains logiciels sur le portable et ont le droit de traîner le portable dans les classes puis pour faire certains examens. Exactement. Ou même faire des apprentissages, prendre des notes, par exemple, ou oui, dans les examens, mais aussi là, dans toutes les activités là, de la vie scolaire. Good. Je vais aller dans la classe. Oui. Mettons qu'on va dans la classe, on a le prof qui est là avec ses élèves. Il faut qu'il gère sa classe. Puis gérer sa classe, il y a la partie apprentissage. On n'en parlera pas aujourd'hui. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est l'autre partie de la classe qui est la gestion des comportements. Puis on entend toutes sortes d'affaires dans les médias. Puis bon, puis en plus, j'ajouterais que on sait qu'il y a un décrochage des enseignants. Donc, dans les 5 premières années, bon, il y a différents chiffres qui circulent, là, 20, 25. Bon, on ne s'ostinera pas sur le chiffre, mais on sait qu'on en perd beaucoup trop, puis on en forme beaucoup. Puis le problème, c'est un problème de rétention. Puis une des causes, puis la cause la plus importante, c'est la gestion des comportements. Oui. Toi, je sais que tu as déjà fait des formations pour des enseignants. Fait que quand on parle de comportement, là, c'est quoi... Comment on fait pour gérer une classe? On gère un comportement comment entre 4 murs? Quand on ferme la porte, la cloche sonne, il se passe quoi? Bien, c'est sûr qu'à la base, il faut établir un climat sain et sécuritaire. Puis un accueil. Si tu n'accueilles pas ton élève quand il arrive en classe, bien, ça se peut qu'il ne se sente pas bien. Ça se peut qu'il ne se sente pas accueilli. Puis j'accueille comme... Je me place à côté de la porte, je dis bonjour. C'est quoi? C'est une relation... c'est du verbal, du non-verbal? C'est du verbal, du non-verbal. Il y a certains enseignants qui... pour l'accueil, ils vont se placer à côté de la porte et vont saluer chacun des élèves qui vont entrer en classe. Il y en a qui vont se placer près du tableau. C'est aussi tout l'environnement dans la classe. Une classe qui va être accueillante, c'est pas trop de stock dedans non plus, pas trop de stimuli. Pour, par exemple, un élève qui a un TDAH puis qui a un paquet de posters, paquet de couleurs sur les murs, ça ne favorise pas l'apprentissage parce que son esprit ou ses yeux sont attirés par tout ce qu'il y a autour dans la classe. La gestion de classe aussi, c'est comment ta classe est disposée. Si c'est trop serré, si c'est trop... il y a trop de pupitres, il y a trop de choses dedans, puis que ça ne facilite pas les déplacements, il y a certains élèves qui peuvent se sentir
écrasé ou pas bien, justement parce qu'il n'y a pas d'espace pour circuler, parce que c'est trop noir, parce que c'est trop proche de la porte. Il y a toutes sortes de raisons. OK. Mais c'est sûr que l'accueil, favoriser le soutien au comportement positif, avoir des règles claires, nettes et précises, voici comment ça fonctionne dans ma classe, va aussi aider l'enseignant à gérer sa classe. Puis, je dirais que agir en prévention va aider beaucoup à la gestion de classe. Donc, permettre aux élèves de circuler, de poser des questions, d'avoir des règles qui sont bien comprises avec de l'enseignement explicite. C'est quoi un enseignement explicite? Parce que, tu sais, dans les éléments importants, quand un prof veut gérer sa classe, là, un des éléments les plus importants, là, de mémoire, c'est à peu près 40% du pouvoir et de l'influence du prof, là, c'est le lien avec ses élèves. Donc, il faut que tu crées un lien. Ça, c'est super important. Puis, 25% à peu près, là, c'est des règles claires, justement, puis une cohérence. Oui. Puis, j'ai l'impression, des fois, qu'on n'est pas toujours cohérent comme adulte. Puis, j'ai l'impression, des fois, que les élèves, particulièrement au secondaire, vont avoir 8, 9 profs différents. Oui. Puis, il n'y a pas toujours une cohérence entre mon cours de français, mon cours de maths, mon cours d'éduc, mon cours d'éthique. Tu sais, comment on fait, puis qu'est-ce que ça peut engendrer, ça, chez les élèves, justement, là, cette espèce de manque de cohérence-là? Bien, c'est que le fait de ne pas savoir à quoi s'attendre va faire en sorte qu'il y a une certaine insécurité qui va se placer. Puis, tu sais, quand tu rentres dans la classe puis tu ne sais pas comment que l'enseignant va réagir face à tel comportement, c'est insécurisant. Donc, plus les règles sont claires, puis plus l'équipe école, l'équipe d'enseignants, puis pas juste les enseignants, mais les adultes appliquent les mêmes façons de faire, mais plus ça va faire en sorte que ça va éteindre les comportements qui sont inadéquats, parce que tout le monde intervient de la même façon ou de façon similaire. Fait que si un prof, par exemple, dans sa classe dit « Oui, ici, tu peux manger », puis l'autre à côté dit « Non, tu ne peux pas manger dans ma classe », puis prend son muffin, par exemple, le met dans la poubelle, bien, ça crée certaines tensions, puis ça fait en sorte que, justement, à cause du sentiment d'injustice, parce que le sentiment d'injustice, c'est un des comportements perturbateurs qui est le plus courant chez les élèves. Oui, ça, on l'entend souvent. Là. Moi, personnellement, je l'ai entendu souvent dans ma vie. Là. C'est pas juste, monsieur. C'est pas juste, c'est monsieur. Pas juste, oui, monsieur. C'est vrai. C'est une injustice que vous me faites vivre. Puis vous faites vivre même à mon voisin, parce que des fois aussi, ils défendent les autres. Ils défendent, puis là, c'est le sentiment de justice, puis de vouloir protéger leur ami. Donc, c'est ça qui fait en sorte que il y a des problèmes qui vont ressurgir parce qu'ils veulent un peu comme se venger ou d'intervenir pour que la justice soit faite. Plus les adultes vont avoir des comportements similaires et vont agir sur les mêmes cibles, plus le climat dans l'ensemble de l'école va être sécuritaire, puis encadré, puis moins il va y avoir de comportements, de troubles de comportement ou de comportements inadéquats. T'as un jeune prof qui t'arrive dans une école, qui vient te voir, il y a des problèmes de comportement. C'est quoi les conseils que tu donnes à quelqu'un qui commence en enseignement puis qui doit gérer une classe de 25, 30 ou au primaire, peut-être 22, 23 élèves? On fait quoi exactement? Là? C'est quoi les bases à mettre en place? Bien, c'est sûr que, comme tu dis, là, créer le lien puis le soutien au comportement positif. C'est quoi ça, le soutien au comportement positif? C'est quoi? Lâche pas, t'es capable. Bien, dans le fond, c'est... Je vais te dire ce que je dis souvent aux ados avec qui je travaille, c'est nous, les adultes, on est souvent complètement aveugles à tout ce que tu fais de bien, mais on voit tout ce que tu fais de pas correct. Ouais. Donc, le soutien au comportement positif, c'est identifier, relever, reconnaître les bons coups des élèves. Quand on fait du soutien au comportement positif puis qu'on dit « Hey, bravo, j'aime ça quand tu travailles comme ça. Wow, beau travail. T'as vraiment mis des efforts dans ce que tu as fait aujourd'hui. » Donc là, l'élève reçoit un comportement, une rétroaction positive. Puis quand ça va être le temps de le retrousser parce qu'il y a un comportement qui n'est pas correct en classe, bien, tu vas avoir un peu comme du capital en poche. Parce que tu y as déjà dit qu'il travaillait bien. Bien que si tu y arrives puis que tu lui dis, bien ça, Boc, c'est
pas tant correct dans la classe, bien, ça se peut que parce que tu l'as renforcé avant, que ça passe beaucoup mieux. Fait que ton lien, il est établi. Puis aujourd'hui, en 2025, bientôt 2026, pour éteindre un comportement, une rétroaction négative, ça prend 5 renforcements positifs. Donc, c'est un ratio 1 pour 5. 1 pour 5. Puis, tu sais, il n'y a pas si longtemps, là, un petit peu avant la pandémie, là, on parlait de 1 pour 3. Ben moi, tu vois, dans ma tête, là, pour avoir suivi des formations sur de la gestion de classe il n'y a pas si longtemps, avec toi d'ailleurs, tu sais, pour me rafraîchir, parce que je me disais, bon, je vieillis, puis peut-être que je vieillis mal, puis il faudrait que je me remette à jour. Tu sais, j'avais ce chiffre-là en tête, j'allais justement te relancer, dire, il me semble que c'est 1 pour 3. Donc, c'est déjà plus vrai, ça. C'est déjà plus vrai, c'est 1 pour 5. Puis c'est vrai aussi pour les adultes. Donc, un élément... Une rétroaction négative, ça prend 5 rétroactions positives pour l'éteindre. Donc, plus on va renforcer les comportements positifs, ce qu'on aime, ce qu'on apprécie dans la classe, plus l'élève va être assoiffé, c'est ce qu'il veut. Il a besoin d'une reconnaissance. Il a besoin de se faire dire qu'il est bon, qu'il est capable et qu'il sent bon. Là. Ouais. Fait que, à ce moment-là, quand vient le temps de lui dire « Hey, ça, là, ça marche pas », il va embarquer dans ta poche, il va embarquer dans ta ligne parce qu'il sait qu'il peut te faire confiance, puis il sait que tu reconnais ses bons coups, puis que tu le vois. Mais ça, il y a sûrement une notion de temps là-dedans. Là. Je veux dire, des fois, on a l'impression que ça va être magique, autant comme parent que comme enseignant. Là. C'est qu'on va donner une consigne, puis que le comportement va nécessairement changer rapidement. Ben, écoute, ça c'est un rêve, là. C'est un rêve, mais c'est sûr que plus on va valoriser les comportements qu'on souhaite voir se mettre en place, plus l'ado ou l'enfant va le faire parce qu'il veut ça. Il veut la reconnaissance de l'adulte. Mais pour qu'un comportement s'automatise, ça prend entre 32 et 35 répétitions. Je lisais dernièrement dans un article scientifique que suite à la pandémie, ça peut aller jusqu'à 50 répétitions. 50, c'est beaucoup, là. C'est bien proche de 2 mois, là. C'est un petit peu long. Mais on peut parler là, d'une trentaine de répétitions, une trentaine de jours. Mais là, parce que ça fait 2 fois que tu dis le mot pandémie, puis on rallonge là, les actions. Fait que c'est quoi, il s'est passé quoi? Les jeunes sont plus fragiles par rapport à ce genre d'événement-là? Ou... Parce que, tu sais, je veux dire, tu me dis, bon, là, pour changer un comportement, c'est à peu près 30, 32, 33 jours. Là, on a augmenté ça de plusieurs jours. Rétroaction positive, tu sais, 1 pour 3, là, c'est rendu 1 pour 5. En peu de temps, quand même, là? En peu de temps, mais il semblerait que le fait d'être à la maison puis de ne pas avoir autant développé les compétences sociales durant la pandémie aurait un impact sur le développement des habiletés sociales et aussi là, sur l'anxiété. Donc, je ne suis pas spécialiste, là, mais c'est ce que j'ai lu. Puis, dans les nouvelles données que j'ai accès, là, parce que je suis à l'université, il y a une augmentation du nombre d'interventions qu'on doit faire pour faire en sorte que certains comportements s'actualisent puis d'autres s'éteignent. De mémoire, il me semble aussi t'avoir déjà entendu parler de la façon dont on donne les consignes. C'est des types de consignes qui existent. Peux-tu m'en parler de ça puis m'expliquer ça, les types de consignes, puis la façon de formuler notre phrase quand on donne une consigne a quand même de l'importance. Il ne faut pas le dire n'importe comment. Là. Bien, c'est sûr qu'on va parler de consignes alpha ou de consignes bêta. Plus les consignes vont être alpha, comme par exemple, Sylvain, dépose ton crayon. Si l'élève, là, il tapote sur son pupitre. Oui, on a, là, ils défont leurs étuis tranquillement. Ils défont leurs étuis, puis ils brochent, puis ils font toutes sortes de bruits. Donc, si tu nommes le nom de l'élève puis que tu lui dis quoi faire, ça va avoir beaucoup plus d'impact que si tu lui dis « arrête de faire ça ». Si l'élève ne sait pas qu'est-ce qui pose problème, que c'est parce qu'il tapote sur le pupitre, bien, tu lui as donné une consigne, mais ça ne fait pas de sens pour lui. Donc, plus tu vas être clair et précis dans ce que tu demandes, et plus tu vas le faire de façon bienveillante. Puis si tu expliques pourquoi tu veux qu'il arrête, mettons, ce comportement-là, plus vite il va comprendre et plus vite il va se mettre en action. Comme par exemple, Sylvain, dépose ton crayon, ça me dérange quand j'enseigne, quand tu fais du bruit. Il n'y a rien de plus clair. Mais si je te dis... des fois, j'arrive, mettons, je passe à côté d'un élève, je mets la main sur l'épaule, puis je dis « arrête ». Ça manque de clarté un peu. Là. Ça manque de clarté. Ouais. Mais mettre la main sur l'épaule,
c'est parfait. Ouais. Ça, tu viens de créer un contact, puis c'est une intervention de proximité. Donc, à ce moment-là, l'élève, il sait que tu t'adresses à lui, mais là, le arrête, il ne sait pas qu'est-ce qu'il faut qu'il arrête. Donc, plus on va avoir des consignes positives, comme par exemple, mettons, on reçoit les élèves de secondaire 1, puis qu'ils se mettent à courir dans le corridor, puis qu'on leur dit « Arrête de courir! » Bien, la consigne, ça devrait plutôt « On circule en marchant ». OK, tu dis quoi faire. Tu dis quoi faire, mais tu le formules au positif. Ouais. Arrête de, tu sais, je me rappelle un moment donné, je disais à mon fils de ne pas aller jouer dans l'eau. Va pas jouer dans l'eau, là! Ouais. Un moment donné, je me suis dit, Colin, psychoéducatrice mal chaussée, reviens les pieds secs. Ouais. Parce que si je parle au négatif, s'il n'y avait pas pensé, je viens de l'allumer sur faire un comportement. Je viens de dire exactement quoi faire parce que le négatif, des fois, s'annule. OK. Fait que c'est ça. Ben, puis, qu'est-ce qui fait que dans une classe, par exemple, tu sais, pour un même groupe, certains, j'imagine que ça va avec les habiletés d'encadrement, là, mais que certains profs, on va dire ça comme ça, sont capables de gérer un groupe X, puis la période d'après, le même groupe X avec le prof autre, là, c'est le bordel total et complet. Puis quand le jeune revient chez eux, il raconte ça à ses parents. Il dit « Hey, dans mon cours, il s'est passé telle affaire, puis on a fait ci, puis on a fait ça. » Puis c'était le party. Puis pourtant, tu sais, le même groupe avec les mêmes élèves la période d'avant. C'était calme, puis ça se passait bien. Oui, c'est quoi les habiletés que ça prend? Puis j'imagine que ça peut se développer, mais tu sais, d'emblée, tu sais, ceux qui ont une capacité à gérer, c'est quoi les éléments clés? Très bonne question. Je te dirais que c'est le type d'intervention que tu vas mettre en place. Puis aussi, le respect dont tu vas faire preuve auprès des élèves. Encore une fois, l'accueil, la création du lien va y faire pour beaucoup. Puis, identifier dans ton groupe c'est qui les leaders négatifs, puis c'est qui les leaders positifs ou même les leaders neutres. Puis, t'en faire des alliés pour faire justement du soutien au comportement positif. Puis, quand les autres élèves voient à quel point ces élèves-là sont renforcés, ils vont vouloir faire pareil. Mais en même temps aussi, la partie où si tu mets tout de suite ton cadre, tes consignes, tes règles de classe, on a le code de vie à l'école, mais tu peux avoir des règles de classe. Puis s'ils sont affichés, puis que tu les as bien expliqués à la base, puis qu'après ça, tu appliques ce que tu as dit. S'il se passe ça, il se passe X. C'est un peu comme un parent avec son enfant. Là. Même chose. Tu as bien beau avertir ton enfant 14 fois, s'il ne se passe jamais rien, l'élastique, il va le tirer, puis le bordel va prendre, c'est sûr. Là, exactement. Fait qu'il faut que tu appliques ce que tu as annoncé. Fait que si tu dis qu'il va se passer, tu sais, si à la fin de la classe, on a bien travaillé, on va avoir 5 minutes, vous allez pouvoir vous compter des jokes. Mais s'ils ont bien travaillé... Mais je te coupe, Karen. Tu sais que là, il y a des profs qui crient en ce moment puis qui disent « Oui, mais là, ma matière, il faut que je fasse ma matière parce que j'ai un programme à passer. » Puis ils considèrent ça comme de la perte de temps. Là. Oui. Je caricature, là, mais on l'entend, oui, ça, des fois. Je l'ai entendu, mais ce 5 minutes-là, des fois, il est très bien investi parce que ça vient justement créer ton lien avec les élèves, puis ils vont t'apprécier. Puis le fait apprendre, là, bien, il faut avoir du fun pour apprendre aussi. Fait que s'il n'y a pas de fun, puis que c'est tout le temps comme un régime militaire, puis la matière, puis qu'on n'a pas d'espace à être flexible, bien, je pense qu'on est à côté de la cible. Parce que, des fois, à rire ensemble, ça va souder ton groupe, ça va te faire montrer que l'adulte est capable de rire, qu'il fait preuve de flexibilité, qu'il est ouvert. Alors que si on est toujours axé sur la matière, c'est comme si on se dépersonnalisait comme adulte. Dis-moi donc, un groupe, parce que, tu sais, faire du 1 à 1, c'est une chose. Tu sais, être avec 2-3 élèves, travailler en sous-groupe, c'est une chose. Mais un groupe, une vie de groupe, tu sais, ben, puis s'il y a des coachs qui nous écoutent, qui coachent des sports comme du football ou du hockey ou du baseball ou du soccer, c'est des sports d'équipe. Tu sais, quand tu as un groupe, c'est un peu comme une équipe devant toi. Il y a une trentaine de joueurs. Puis le groupe a une évolution, une dynamique. Comment ça s'organise, ça? Parce qu'il y a comme un début puis une fin. Tu sais, le début, c'est à la fin août, début septembre. On reçoit un groupe nouveau, donc il est frais. Ils apprennent à se connaître. Puis là, il y a un développement, puis on arrive à la fin en juin, puis c'est la fin. Tu sais, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe entre le début d'une année et la fin d'une année? C'est quoi les dynamiques qui existent dans des groupes?
Bien, c'est comme, tu sais, au début, quand les élèves, ils vont s'apprivoiser, ils vont un peu s'observer, puis ils vont voir comment les autres fonctionnent. Puis dans un groupe, il y a des rôles. Fait qu'il y a tout le temps, il y en a un que c'est le techno, il sait tout faire au niveau de la techno. Il y en a une ou un qui sait tout, il connaît toutes les réponses, il appelle ça le petit nerd. Il y en a un qui va être plus intellectuel. Il y en a un qui va être, ça va être le petit tannant ou le petit agité. Donc, chacun des élèves va avoir un rôle dans la cohésion du groupe. Puis, il va y avoir comme des affiliations. Puis, si on est capable de regarder puis de voir c'est quoi les dynamiques qui s'installent dans le groupe, bien, ça permet de jouer, pas de jouer, mais de tabler sur les dynamiques qui se font à l'intérieur du groupe, puis comment ça va s'établir, puis utiliser justement les leaders positifs pour leader la classe. Ouais, tu parlais de leader neutre tantôt. C'est quoi ta définition d'un leader neutre? Ce sont les élèves qui, un peu comme la masse critique, qui vont pas nécessairement se prononcer, mais qui vont suivre les leaders. Un peu comme... Ben, c'est un peu comme l'image des roseaux, là, quand il va vanter, eux autres vont pencher du côté du vent. Là, fait oui, puis je vais prendre un exemple qui est un peu bancal, mais tu sais, quand deux élèves se chicanent, mettons, dans l'agora, OK? Puis là, ça se chicane, puis là, il y a un attroupement qui va se faire. Puis là, il y a un paquet de gens qui vont regarder. Ils ne vont pas intervenir, mais ils vont regarder. Mais le sentiment que ça peut induire pour celui ou celle, mettons, là, qui se fait tapocher, c'est comme si tout le monde était contre elle parce qu'ils sont là, puis ils regardent, puis ils n'interviennent pas. Les leaders neutres, c'est un peu ça. C'est un peu les élèves qui vont regarder la game aller, mais qui ne vont pas nécessairement intervenir, mais qui vont suivre le courant. Mm-hmm. Donc, si on a un leader positif qui a un bon comportement, qui a une bonne, un ascendant sur le groupe, bien, la majorité va le suivre. Alors que si on en a un qui est plus négatif, puis qui se met à confronter l'enseignant en classe, puis à faire des commentaires, bien, ça se peut qu'il suive, puis qu'il dise « Ah oui, c'est vrai, monsieur, madame ». C'est de regarder un peu cette dynamique-là, puis d'intervenir rapidement pour casser ça. Quand on regarde notre élève en classe, puis il y a un comportement problématique, des fois, on va entendre parler de la fonction secondaire du comportement. Fait que c'est quoi ça, la fonction secondaire du comportement? Là? J'ai un petit tannant dans ma classe, là, puis là, je me dis, bon, c'est un petit tannant, la solution facile, ça serait de le mettre dehors, mais il faut quand même que je travaille avec lui, puis on dit souvent, travaille sa fonction secondaire du comportement ou va chercher ça. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? La fonction secondaire du comportement, c'est qu'est-ce qui motive le comportement. Normalement, le comportement, c'est un symptôme. C'est la traduction de quelque chose qui se passe à l'intérieur de l'élève. Donc, par exemple, ça peut être une réponse à un stimuli interne, comme par exemple un enfant qui a faim. S'il a faim, ça se peut qu'il ne soit pas capable de faire ses apprentissages parce qu'il est faim et il n'est pas capable d'apprendre. Pas capable de se concentrer. Pas capable de se concentrer. Donc, s'il ne se concentre pas puis il est dérangeant, bien, c'est pourquoi? C'est sûr que si tu le sors, puis tu ne sais pas pourquoi tu le sors, bien, ça va se reproduire. La fonction secondaire, c'est aller chercher qu'est-ce qui se passe chez l'élève. Donc, ça peut être une réponse à une stimulation interne, ça peut être le sentiment d'injustice, ça peut être la reconnaissance, ça peut être le pouvoir-contrôle. Il y a 9 comportements perturbateurs qui peuvent expliquer 9 fonctions secondaires du comportement qui peuvent expliquer un comportement perturbateur. Donc, c'est poser des questions puis poser des hypothèses. Fait que quand on pose des hypothèses sur l'enfant puis qu'on le questionne, là, on va intervenir différemment parce que il avait faim. Il a mal au ventre. Il a mal dormi. Il a mangé des taloches en arrière de la tête avec son père, mettons. Donc là, à ce moment-là, ça nous permet d'intervenir différemment puis de mieux comprendre puis de faire en sorte que, justement, ce comportement-là, parce qu'on intervient de la bonne façon, plutôt que d'être punitif puis de le sortir de classe, on va intervenir, on va comprendre,
Puis on va mettre des mesures autour de cet enfant-là pour faire en sorte que l'école devienne un safe space. Ouais, c'est la job à qui d'aller chercher ces réponses-là? Tout le monde. Tout le monde, ça veut dire... Bien, ça peut être le surveillant qui, lui, dans un contexte désorganisé, va le voir aller, mettons, à la cafétéria ou dans les corridors. Ça peut être le TES, ça peut être les enseignants, ça peut être les psychoéducateurs, les psychologues. Dans le fond, tout le monde qui a une information privilégiée par rapport à un élève, si on met tout ça ensemble, on peut créer des hypothèses puis faire un peu comme un genre d'étude de cas puis permettre de mettre quelque chose en place qui va correspondre aux besoins de l'élève. Fait que c'est aux adultes dans l'école, peu importe l'adulte, d'aller chercher l'information, ou en tout cas, s'il détient l'information, ou d'aller la chercher, puis à un moment donné, après ça, on va venir agir, puis on parlait tantôt des différents intervenants dans l'école. Exactement. Puis, est-ce que vous rencontrez, est-ce qu'il y a des rencontres? Parce que des fois, on parle d'équipes multidisciplinaires. Fait que comment ça fonctionne, ça, justement, quand il y a un cas d'élève comme ça qui pop, quand on trouve quelque chose, puis que là, on se rend compte qu'il faut agir, ou en tout cas, il faut qu'il se mette quelque chose en branle. Ça se passe comment? Bien, c'est justement de l'identifier, puis des fois, c'est de se parler entre nous, sans nécessairement briser la confidentialité, mais de se parler puis de se dire qu'est-ce qui se passe? Moi, ça va pas avec cet élève-là dans la classe. Il se passe telle affaire. Donc, moi, j'ai pas de problème, mais je fais ça. Je fais telle intervention. Donc, en se parlant, puis en colligeant les informations, ça fait en sorte qu'on intervient mieux. Fait que c'est vraiment de collaborer ensemble puis de mettre les informations ensemble pour dresser le portrait. Puis comment ça se passe, par exemple? Je ne sais pas, tantôt tu donnais l'exemple, bon, le jeune mange une taloche une fois de temps en temps à la maison. Là, à ce moment-là, vous vous rencontrez, vous apprenez bon, que le jeune il est déplaisant à l'école, oui, qu'il a tel ou tel comportement problématique, puis on finit par savoir que c'est parce qu'il vit peut-être un peu de violence à la maison. Là, après ça, à partir de ce moment-là, il s'enclenche quoi exactement? Est-ce que ça devient délicat de dire je vais appeler à la maison pour demander une collaboration? Là? Non, ça, c'est sûr. Quand on a ce type d'information-là, c'est sûr que là, ça va être un professionnel TES ou psychologue ou psychoéducateur qui va probablement rencontrer l'élève puis poser des questions pour faire une entrevue individuelle, s'assurer de la confidentialité, s'assurer que ça ne transpirera pas. Et là, on va probablement établir un plan d'action ou un plan d'intervention que nous-mêmes, on va mettre en place. C'est sûr que ce sont des données sensibles qu'on ne peut pas nécessairement partager avec les enseignants, mais des fois, on peut quand même donner certaines informations, certains cues, puis dire, tu sais, lui, là, cet enfant-là, là, vas-y mollo avec. Prends-en soin, là, pas évident. Fait qu'on n'est pas obligé de briser la confidentialité, mais on peut demander aux adultes qui l'entourent d'avoir un œil puis de bienveillant, puis de faire de la prévention. Puis à ce moment-là, on va être capable de faire en sorte que l'enfant ou que l'adolescent, c'est pas juste des enfants, là, mais qu'on puisse l'aider à passer à travers ces situations-là. Avec quel intervenant? Parce que là, on parle des adultes dans l'école, mais j'imagine que des fois, ça déborde du cadre de l'école. Là. Fait qu'on travaille avec qui quand on est psychoéducateur ou psychologue ou technicien d'éducation spécialisée? C'est qui nos partenaires à l'extérieur de l'école? On essaie d'avoir des partenariats avec tous les organismes puis tous les établissements possibles. Donc, c'est sûr que, un enfant qui vit de la violence à la maison, éventuellement, il va sûrement y avoir un signalement à la DPJ. S'il y a des conflits interrelationnels entre deux élèves puis qu'il y a des agressions, du harcèlement ou de l'intimidation, on va faire appel au policier école. Si l'élève vit beaucoup d'anxiété, on va peut-être faire appel à un organisme comme, par exemple, ici à Québec, Entraide Jeunesse, qui donne des ateliers sur la gestion de la colère, sur la gestion de l'anxiété, sur les relations sociales. Donc, on va faire appel à tous les établissements puis tous les organismes qui sont spécialisés, puis que c'est pas nécessairement le mandat de l'école de donner les services, mais c'est notre mandat de s'en préoccuper. Donc, on peut faire appel à tous les organismes puis tous les établissements là, qui sont volontaires de venir travailler avec les écoles. OK. Je veux te parler d'une couple de problèmes qu'on voit de façon récurrente dans nos écoles. Puis, on fait quoi avec ça? Là? Ce qu'on entend parler depuis plusieurs années, là, c'est de l'intimidation.
Fait que là, on avait tendance à croire que, puis ça a été, un peu documenté, exemple, par le SPVM à Montréal, là, donc le service de police de Montréal, qui disait pendant les audiences sur le cellulaire, de dire, vous savez, le cellulaire à l'école, c'est un facteur qui fait qu'il y a un peu plus d'intimidation à l'école. Souvent, ça commence à l'école, ça se poursuit ailleurs, mais ça commence souvent à l'école. Fait que par rapport à l'intimidation, donc on entend beaucoup parler, là. C'est quoi la game? Qu'est-ce qui se passe là, dans les écoles? Là? Bien, ce qui se passe, c'est oui, les réseaux sociaux, c'est l'effet de... Toute l'information circule très, très vite. Donc, à 9 h, un élève va vivre de l'intimidation. À 9h10, toute l'école est au courant parce que ça circule sur les réseaux sociaux. Puis, on n'a pas de contrôle beaucoup dans les écoles. On doit s'en préoccuper, mais il n'y a pas beaucoup de contrôle. Donc, ce qu'on peut faire, c'est mettre en place un plan de lutte contre l'intimidation et la violence, mais c'est de l'appliquer. Puis c'est de mettre en place des mesures de réparation, puis pas tant de la punition, mais des mesures de réparation pour que les élèves qui sont intimidateurs comprennent le dommage qu'ils causent. C'est difficile de mettre ça en place dans les écoles parce qu'on manque de bras, puis des fois, on manque de formation sur qu'est-ce que ça crée, comment ça fonctionne. Comme par exemple, souvent, parce qu'il y a de l'intimidation à l'école, on va envoyer les élèves au local de retrait, ouais. On va les suspendre, mais il y a souvent très peu d'interventions de suivi qui sont faites pour faire en sorte que ça cesse. Donc, on va leur donner une petite tape sur les mains, mais dans les faits, si on ne fait pas un suivi adéquat puis constant, tu sais, la postvention, je te dirais, là, ça ne s'arrête pas parce qu'il y a pas de... Les impacts ne sont pas tant tangibles pour la personne qui fait de l'intimidation. Oui, c'est un peu le même principe, j'imagine, avec la violence là, à l'école, là, dans le sens où souvent, on va y aller avec la conséquence. Donc, comme tu viens de parler du local de retrait, parce que dans à peu près toutes les écoles, il y a un local qu'on va appeler le local de retrait où le jeune va aller, puis souvent, il va être pris en charge par un intervenant qui est, un exemple, un technicien d'éducation spécialisée. Ou des fois un surveillant. Puis après ça, il y aura une sanction quelconque, mais en termes de suivi... Il me semble qu'il y a peut-être de l'amélioration à apporter. Bien, il y a de l'amélioration parce que souvent, l'élève va être sorti de classe, il va s'en aller au local de retrait ou il va être en suspension, mais il n'y a rien qui se fait à ce moment-là. Puis souvent, il va revenir en classe, puis il n'y aura pas eu de rencontre avec l'enseignant, il n'y aura pas eu de mise à jour des attentes. Je m'attends à ce qu'il se passe ça dans ma classe quand tu vas revenir. L'élève revient en classe, puis il n'y a aucun suivi qui a été fait. Donc, c'est très peu éducatif. Puis les résultats sont tout le temps mitigés. Donc, la suspension, ça ne donne pas autant de résultats qu'on le voudrait. Le local de retrait non plus. Puis les retenues non plus s'il n'y a pas de suivi attaché à ces sanctions-là. Oui, bien c'est ça. Je suis content que tu me parles de ça parce que j'allais justement te dire, tu sais, dans une classe, habituellement, quand tu es rendu au bout de tes interventions, généralement, qu'est-ce qui va arriver? C'est que tu vas dire à l'élève, tu sais, comme dans le bon vieux temps, là, dehors. Oui. Puis là, tu t'en vas dehors. Mais là, dehors, ça veut dire, tu repars d'un corridor, puis tu arrives dans un local qui est un local pour décanter, local de retrait. Puis là, il se passe quoi dans ce local-là? Puis ça, on a entendu parler dans les médias il y a quelques années. Là. Il y en a qui disaient qu'il y a des jeunes qui passaient des demi-journées dans un local de retrait. D'autres que le local de retrait, c'est une espèce de garde-robe où ce que le jeune passait dans un certain temps dans une pièce qui était très petite. Puis là, bon, il y a comme eu une espèce de débat là-dessus. Là. Mais il reste que, à un moment donné, le jeune que tu sors, il faut que tu l'envoies en quelque part. Faut que tu l'envoies quelque part. C'est sûr que c'est un local qui est là pour décanter. Mais si on appelle ça un local de retrait ou un local de réflexion, bien, il faut qu'il y ait cette réflexion-là. Il faut que l'élève comprenne l'impact de son comportement sur l'ensemble classe. Tu es sorti de classe, c'est parce que tu as un impact sur le déroulement des apprentissages puis sur le climat classe. Mais si on veut que ça se résorbe, mais il faut le faire. Il faut faire le suivi. Il faut que l'élève il comprenne pourquoi il est sorti puis qu'est-ce qui va se passer quand il va revenir. Puis il faut que l'enseignant soit en mesure de dire « Voici ce que je veux dans ma classe », puis que lui aussi fasse des interventions avant de le sortir. Souvent, on part des interventions très légères qui est des avertissements à « je te mets dehors ».
Mais il y a des interventions à faire au milieu, des interventions un petit peu plus modérées. Oui, comme appeler les parents, jaser avec l'élève, trouver des solutions. Tu peux faire un contrat avec ton élève. Il y a différentes affaires que tu peux faire. Puis si moi, ben, par rapport au local de retrait, après ça, bon, souvent, on va dire, ben, il y a une suspension. Une suspension interne. Oui, puis des fois, on va l'entendre, là, tu sais. Puis je le lis souvent sur les réseaux sociaux, là, tu sais, sacrez-les dehors de l'école, envoyez-les ailleurs, envoyez-les à la maison. C'est comme si c'est un intimidateur, mettons, ben, tu sais, sacrez-les dehors de l'école, envoyez-les à la maison. Mais je veux dire, ça, c'est plus facile à dire qu'à faire, là. C'est plus facile à dire qu'à faire. Mais moi, je pense que les suspensions devraient se passer à l'école, pas à la maison. Parce qu'à la maison, il n'y a pas personne pour le gérer. C'est pas une suspension, là. Souvent, c'est un camp de vacances ou un camp de gaming. C'est un congé, ouais. Moi, je pense qu'il devrait y avoir des équipes dédiées au local, mettons, à la suspension, que ces personnes-là ne fassent que ça, puis qu'ils fassent les suivis. Puis les suspensions externes devraient être justement pour les cas extrêmes de violence, d'agression, d'harcèlement, d'intimidation, puis que ça se fasse aussi en collaboration avec des organismes, puis qu'on fasse impliquer des organismes avec les parents dans le processus. Ça marche-tu, ça, tantôt, tu parlais de retenue. Ça marche-tu, ça, des retenues, ou ça fait 1960? Là? Je sais pas, j'ai comme l'impression c'est mitigé, ouais. Mais c'est très peu éducatif. Ça donne très peu de résultats. C'est une perte de temps, puis surtout si on donne des retenues à la fin de la journée, puis que l'élève doit prendre le transport scolaire, puis que le parent, à ce moment-là, doit se mobiliser pour venir chercher son enfant à l'école parce qu'il n'y a plus de transport, c'est contre-productif. Fait que parce que aussi, j'ai déjà vu aussi des élèves en retenue, bon, pour différentes raisons. Là. Des fois, l'élève il est en retard 3 fois, tu viens de te mériter une retenue, bon, des choses comme ça. Mais des fois, j'ai vu des parents motiver l'absence de leur enfant à la retenue, à la première retenue, à la deuxième retenue, à la troisième retenue. Fait que finalement, le Flo n'est jamais venu en retenue parce que bon, il travaille, puis bon, ses parents le motivent parce qu'il travaille, ou peu importe la raison. Là. Fait que finalement, on fait quoi avec ces cas-là? On les gère comment, ces élèves-là? Bien, il y a des techniques plus éducatives comme la mesure de réparation. Comme aussi, encore une fois, des interventions psychoéducatives qui vont refléter à l'élève c'est quoi l'impact de son comportement sur le fonctionnement de la classe ou sur l'enseignant ou sur l'autre élève. Puis avec une mesure de réparation, quand on les implique dans « tu dois réparer ton geste », là, il y a une prise de conscience. C'est pas la même chose qu'aller asseoir tes fesses dans un local puis regarder un mur blanc. Il n'y en a pas de réflexion qui se fait là. Tu perds ton temps. Alors que si tu es impliqué dans une mesure de réparation, bien, ça se peut que tu ne recommences pas. Je vais te donner un exemple. Il y a un élève qui était mal commode, c'est un élève de secondaire 5, puis c'est un leader dans sa façon de fonctionner, puis il était quasiment idolâtré par les autres élèves. Puis c'était quelqu'un qui jetait ses papiers partout, puis qui faisait du dégât. Fait que maintenant, je suis allée voir le directeur, j'ai dit « Je peux-tu faire quelque chose? » Il dit « Oui, tu as une carte blanche. » Fait qu'on est partis, l'élève et moi, avec des sacs à poubelle, puis j'ai doté des gants, là, puis j'ai fait ramasser la cour d'école pendant 2 périodes. OK? Il a trouvé ça écœurant, là, puis il n'était pas content après moi, mais c'est sûr que j'avais pas de problème, moi, avec cet élève-là, fait qu'on l'a fait en riant puis avec l'humour. Mais après qu'il a fait cette démarche-là, quand il y a quelqu'un qui jetait un papier sur le terrain de l'école, c'est lui qui intervenait et qui disait « Hey, là, c'est moi qui ai ramassé, là. Ramasse son papier puis mets-le dans la poubelle, là. Ça m'a pris des heures pour nettoyer le terrain. » Fait qu'il avait compris. Puis la mesure de réparation, elle a été ultra positive parce qu'après ça, cet élève-là est rentré dans le track, puis il a fini, puis il a diplômé. On entend ça me fait penser ce que tu dis, on entend de plus en plus parler, aux primaires particulièrement, puis ça a fait beaucoup les manchettes médiatiques, là, de jeunes qui virent des classes à l'envers, là, qui vont arriver, là, puis là, ben, la prof, je veux dire la prof parce que c'est des enseignantes beaucoup aux primaires, va faire sortir la classe pour protéger les élèves et se protéger elle-même. Pendant ce temps-là, l'élève tire des chaises, tire des bureaux, tire des ciseaux, name it, là, je veux dire. Puis après ça, il y a une espèce de retour au calme, puis les élèves rentrent, puis j'entends souvent
dire, tu sais, mais je veux dire, on peut pas l'arrêter, quelqu'un, cet enfant-là, je veux dire, dans le sens où c'est-tu normal de faire sortir une vingtaine d'élèves d'une classe à cause d'un élève? Il est-tu à mauvaise place, cet élève-là? On fait quoi avec? Parce que ça, on l'entend de plus en plus. Ou dans des cours d'école. Moi, j'ai entendu aussi des TES. Tu sais, le jeune s'en va de la cour d'école, mais bon, on ne peut pas intervenir. Fait que là, on suit le jeune parce qu'on ne veut pas faire un maintien physique sur le jeune. Finalement, c'est la police qui arrive pour s'occuper d'un jeune de 7 ans qui est sorti d'une cour d'école avec un TES qui le suivait pas à pas pour pas qu'il arrive un accident, mais qui ne touchait pas. Tu sais, je veux dire, on est-tu tombé dans un... Tu sais, des fois, je parle d'un effet de pendule. Là. À un moment donné, dans les années 50-60, on donnait des coups de règle puis des coups de strap. Puis là, on regarde les jeunes se promener sur un terrain, on attend la police vienne le chercher parce qu'on a peur de le toucher. Tu sais, je veux dire, y a-t-il un dérèglement quelconque ou c'est moi qui est dans un... Bien, c'est sûr que la contention physique ou le maintien physique, ce n'est pas une pratique probante. Personne... Puis c'est aussi pour se protéger soi-même comme adulte de poser des gestes là, qui pourraient nous être reprochés. Moi aussi, tu sais, un élève de 7 ans qui sort de la cour d'école puis qu'on ne peut pas prendre par la main puis dire « Viens-t'en, c'est pas ta place, là, ta place est à l'école ». Je trouve que c'est démesuré aussi. Mais en même temps, il y a toute une éducation qui doit se faire à la maison. Tu sais, quand un enfant de 5-6 ans qui vire une classe à l'envers, il faut se questionner sur comment les parents ont mis en place les attentes comportementales. Puis oui, ça se peut qu'ils ne soient pas dans la bonne classe à ce moment-là. Donc, mais sortir, que l'enseignante sorte les élèves puis qu'elle sorte pour se protéger, ça, c'est la bonne pratique. C'est ce qu'il faut faire. Mais c'est sûr qu'il y a une évaluation rapide qui doit être faite de cet élève-là, puis pas le laisser dans cette classe-là, puis de possiblement faire un plan de réintégration progressive. Est-ce que toi, tu avais à travailler justement avec des parents où ta job, c'est vraiment à l'école avec les adolescents ou les enfants, ou comme psychoéducateur, on travaille aussi avec les parents en collaboration? Oui, on travaille en collaboration avec les parents, notamment pour la gestion comportementale. Donc, des fois, on va faire du coaching aussi. Puis, tu sais, quand on dit l'école commence à la maison, puis il faut aussi faire en sorte de travailler dans le même sens. Donc, si on a une mesure de réparation, puis le parent n'est pas d'accord, comme par exemple une retenue, le parent n'est pas d'accord, puis il l'annule, puis il motive la présence de son enfant à la retenue, bien, il y a une job à faire auprès du parent, puis dire, bien, votre enfant ne se corrigera pas si, à chaque fois qu'il est devant une difficulté, vous intervenez puis vous aplanissez l'obstacle. Votre enfant doit faire face aux conséquences de ses gestes. C'est comme ça qu'il va apprendre. C'est comme ça que l'être humain apprend. Si on aplanit tous les obstacles, il n'apprend pas à développer ses stratégies, puis il ne devient pas le citoyen qu'on veut qu'il devienne. Ouais, tout à l'heure de me parler, là, les fameux... on parlait de parents hélicoptères, là, donc le parent qui tourne toujours autour de son enfant. Qui fait de la surveillance. Fait de la surveillance. Mais là, toi, tu es une coche plus loin quand tu dis là, de dégager. Ouais. Il y en a qui appellent ça le parent tondeuse. Il y en a qui disent chasse-neige. Chasse-neige, donc, il passe la gratte en avant de son enfant pour pas qu'il y ait aucune contrariété. Là. Exactement. Fait que, tu sais, faut apprendre à tolérer les malaises. Ça fait partie de la gestion comportementale. Si un enfant, du moment qu'il se fait dire non, vire une classe à l'envers, il y a quelque chose qui ne marche pas. Se faire dire non, ça fait partie du développement, ça fait partie du développement des stratégies, puis ça fait partie de l'autorégulation. Quand tu étais psychoéducatrice, là, au secondaire particulièrement, parce que là, tu es à la TELUC présentement, quand tu étais au secondaire, les jeunes que tu rencontres, ils vivent quoi? Ils viennent te voir pourquoi? Parce que je me rappelle, là, ton bureau était ouvert pas mal tout le temps. Il y avait des pommes, il y avait des snacks pour manger. Il y avait toutes sortes d'affaires. Puis il y avait toujours des élèves qui venaient flâner puis qui allaient te voir ou qui te cherchaient dans l'école. Puis ça, on voit souvent ça dans les écoles, là, des jeunes qui cherchent un adulte signifiant pour eux. Là. Fait que toi, qu'est-ce que tu as vécu comme psychoéducatrice? C'est quoi les expériences que tu avais avec ces ados-là qui étaient dans l'école? Bien, c'est sûr que moi, j'étais l'intervenante bout de ligne un peu. Hein, c'est quand tu avais des troubles de comportement, la conso, l'intimidation. Donc, c'est sûr que je travaillais avec les élèves qui étaient plus problématiques. Donc, je pense que ce qu'ils venaient chercher, c'était de la reconnaissance. Moi, mon motto, c'est « traite les gens comme tu veux que les gens traitent tes enfants ». Ça a toujours été comme ça. Moi, j'ai toujours traité les enfants comme je voulais qu'on traite les miens s'ils avaient eu besoin d'aide. Donc, beaucoup l'anxiété, beaucoup l'isolement social,
beaucoup des élèves qui avaient faim. Fait que, tu sais, oui, j'avais des pommes, puis oui, j'avais des snacks, puis parce que il y avait le ventre vide, puis ils n'étaient pas capables de se concentrer. Beaucoup les conflits aussi là, par rapport aux réseaux sociaux. Tu sais, un tel, là, il a dit telle affaire, puis là, tout le monde est d'accord, puis je ne veux plus aller à l'école parce que les gens ne m'aiment pas, je ne suis pas populaire, je ne suis pas capable de me faire des amis. Donc, j'ose penser que mon local, c'était un safe space pour ces élèves-là. Quand tu parles isolement, c'est des élèves qui se sentaient seuls à l'école, qui étaient seuls. Qui étaient seuls, qui vivaient des problématiques familiales, qui étaient muselés des fois à la maison, puis qui ne pouvaient pas nécessairement parler, puis qui passaient entre le mur et la peinture. Là. J'ai beaucoup travaillé aussi avec les trans, les LGBTQ+. Ouais. Leur offrir un lieu aussi pour se réunir, puis briser justement cet isolement-là aussi là, qu'ils pouvaient ressentir parce que, bon, on sait, hein, les élèves qui sont différents, qui sont marginaux, bien souvent sont cibles d'intimidation puis de moquerie. Donc, de pouvoir se regrouper puis de se dire, ben non, tu as ta place à l'école, tu peux prendre ta place puis laisse pas les autres te piler dessus. Là. Donc, c'est pas mal ça. Fait que c'est ça. Fait que ta job, dans le fond, c'est un peu les dessous de l'école, les dessous de ce que vivent ces jeunes-là, parce que souvent, tu as le front quand ils arrivent en classe, tu sais, puis on voit pas toujours tout ça. Mais puis comme intervenante de dernière ligne, ben, en tout cas de ligne vers la fin de l'école, tu voyais des cas peut-être où il y avait peut-être un peu plus de souffrance. Est-ce que je me trompe? Ben oui, c'est beaucoup de la souffrance. Puis la dernière année où j'ai travaillé là, à l'école, j'avais reçu les dossiers d'aide des élèves de secondaire 1, puis c'est moi qui colligeais les informations. Puis 53 % à ce moment-là, 53 % des élèves qui rentraient en secondaire 1 avaient un besoin particulier. C'était pas nécessairement un trouble d'apprentissage ou un diagnostic, mais avaient un besoin particulier. Ça fait du monde. Ça fait du monde. C'est 1 sur 2. C'est plus qu'1 sur 2. Puis on a beaucoup d'élèves qui souffrent de façon invisible. Justement, l'élève que ça va pas bien à la maison, ses parents sont en train de se séparer, ça se peut qu'il développe des symptômes ou des petits troubles de comportement à l'école parce qu'il y a de la peine, parce qu'il y a de la chicane à la maison, puis il est témoin de ça. Ça se peut qu'un autre, ça soit j'ai faim, justement, j'ai rien à manger, ou je ne sais pas où est-ce que je vais coucher ce soir. Ça se peut que ça soit un parent aussi qui soit dépendant, soit au jeu, à l'alcool ou à la drogue. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais retrouver quand je vais rentrer à la maison. Ça ne paraît pas, puis c'est pas écrit nulle part. Mais ces élèves-là, ils ont des besoins, puis ça se traduit souvent par des problèmes de comportement parce qu'ils ont besoin qu'un adulte voit, qui s'intéresse à eux, puis ils ne savent pas comment le dire. Fait que ça se traduit par des comportements négatifs parce que ceux qui ont des comportements positifs, on ne les voit pas. On ne s'en préoccupe pas. Ça va bien. Fait qu'à défaut d'avoir le comportement adéquat, bien, je vais faire quelque chose qui va attirer l'attention sur moi pour qu'on s'occupe de moi. Oui. J'ai beaucoup d'images en tête quand tu me parles. Là. Je repense à plusieurs interventions ou plusieurs élèves que j'ai côtoyés depuis des dizaines d'années. Là, puis on en voit de toutes les sortes. On en voit de toutes les sortes. Il nous reste un petit peu de temps. J'aimerais ça, je vais faire un croche sur... Crochis un peu, mais tu sais, tu es conseillère au soutien des personnes en situation de handicap à la TELUC. Puis moi, ça me ramène comme prof au secondaire à tout ce qu'on entend justement par rapport au plan d'intervention tantôt. Donc, des jeunes qui ont on va dire ça, des mesures adaptatives. Mm-hmm. Puis tu as les gens qui disent que c'est très bon, puis que c'est noble, puis que oui, il faut favoriser l'équité. Puis des fois, on entend aussi un peu le penchant contraire, qu'on en fait peut-être trop pour les jeunes. C'est-tu vraiment nécessaire? Encore hier, il y avait un article dans Le Devoir sur la flexibilité par rapport au temps des examens, donc d'accorder plus de temps aux jeunes. Fait que j'aimerais ça t'entendre justement sur ces mesures adaptatives-là pour nos jeunes, que ce soit le portable, que ce soit... parce que toi, tu travailles là-dedans avec des universitaires. Ouais. Fait que là, des fois, il y en a qui disent déjà qu'au secondaire, c'est ben trop. Là, après ça, il y a le cégep. Après ça, il y a l'université. Coudon, il va falloir les aider combien de temps, ces jeunes-là? Bien, il y en a qui vont avoir besoin de certaines mesures adaptatives toute leur vie. Tu sais, si on parle de dyslexie, dysorthographie, si on parle de paralysie cérébrale, si on parle de limitation physique, bien, ces gens-là, ils vont avoir besoin de mesures adaptatives toute leur vie, puis même au travail.
Pour d'autres, oui, mettons le fameux tiers-temps, si on parle du temps supplémentaire aux activités chronométrées. Au secondaire, le cerveau n'est pas tout à fait développé, donc on pallie une limitation fonctionnelle en donnant un petit peu plus de temps pour que l'élève puisse organiser sa pensée puis concentrer dans le fond, démontrer son apprentissage. Rendu, mettons, dans les études supérieures, on va permettre la même chose, justement, pour pallier les limitations fonctionnelles. Donc, quelqu'un qui a un TDAH de type inattentif, mettons, puis qui est au 5e percentile, il ne peut pas se concentrer pendant 3 heures. Quand bien même qu'on voudrait le mettre dans une petite boîte, c'est essayer de faire passer un rond dans un carré. Ça ne fonctionne pas. Mais là, tu parles de quelqu'un qui a un diagnostic. Oui, on va parler de diagnostic. Oui, parce que là, ça prend un professionnel pour diagnostiquer le TDAH en question. Parce qu'il y en a des fois qui s'inventent des TDAH, là, ou qui pensent qu'ils sont TDAH, mais il n'y a jamais personne qui l'a diagnostiqué. Là. Ah oui, mais là, c'est sûr que rendu aux études supérieures, il y a une analyse fonctionnelle qui est faite. C'est pas « Ah, tu avais ça au secondaire, puis bingo, c'est un free-for-all, puis tu vas avoir des mesures d'adaptation. » Donc, ce qu'on a à faire, c'est une analyse des limitations fonctionnelles. Puis, normalement, il faut qu'on ait une preuve diagnostique ou quelque chose qui va venir appuyer que, oui, tu as des limitations fonctionnelles, et puis ça se peut qu'on n'en donne pas. Ça se peut que la personne soit fonctionnelle puis qu'elle n'ait pas besoin de temps supplémentaire. Donc, on va parler d'estompement des accommodements. OK. Est-ce que les... en fait, je vais y aller autrement parce que je me disais ça va mal sortir. Est-ce que c'est quoi les types d'adaptation qu'on peut donner, exemple, à des universitaires là, qui sont légitimes? Bien, c'est sûr que je vais parler pour où est-ce que moi je travaille. Là. On va parler du temps supplémentaire aux activités chronométrées, notamment pour permettre pour certains de se réviser, de corriger l'orthographe, et pour d'autres, de prendre des pauses cognitives parce que ne sont pas capables là, de fonctionner plusieurs heures non-stop. Donc, on va permettre du temps supplémentaire pour prendre des pauses cognitives ou se reposer un petit peu. Un local à part pour les gens qui ont des difficultés avec le bruit, notamment, par exemple, des troubles du spectre de l'autisme puis le TDAH, où la lumière va les incommoder, les bruits, les odeurs, les reniflements, les gens qui bougent, etc. Donc, on va les mettre dans un local à part. On va leur permettre de porter leur coquille. On va leur permettre des fois aussi, pour certains, d'utiliser des logiciels spécialisés comme Antidote. Dragon ou Jaws ou la synthèse vocale. Là, tu as dit beaucoup de choses que je ne comprenais peut-être pas. Antidote, c'est pour corriger. C'est du soutien à la correction. Mais bon, d'autres logiciels qui vont aider pour l'écriture, par exemple. Qui vont pallier à l'écriture. Je sais que des fois, pour la lecture aussi, certains, des fois, ont des espèces de... La synthèse vocale. Donc, ça va lire la question pour eux ou ça va lire les écrits parce que lire devient difficile. Donc, on va leur permettre l'utilisation de certains logiciels. Est-ce que ça crée des frictions entre les étudiants universitaires? Parce que des fois, on le voit au secondaire, pas tant quand même, parce qu'ils sont encore jeunes, mais des fois, on l'entend. Là, comment ça se fait, monsieur, lui, qui a plus de temps? Comment ça se fait, lui, monsieur, qu'il peut faire ci? Comment ça se fait, monsieur, que lui, il peut faire ça? Puis là, c'est inscrit dans un plan d'intervention qui est un document légal qui a été signé. Donc, on doit respecter. Ouais. Mais à l'université, ça se passe comment? Ça se passe bien? Les jeunes sont habitués à ça, puis il n'y a pas d'enjeu? Il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de... Tu sais, les gens, s'ils ont plus de temps, sont souvent dans un local à part ou dans une salle à distraction réduite. Il ne semble pas y avoir d'enjeu. Mais c'est sûr que moi, dans le milieu où je suis, tout est à distance. Donc, l'étudiant fait son examen ou ses travaux chez lui. Donc, il n'est pas dans une classe. Donc, c'est sûr que c'est complètement différent. Donc, je serais mal placée de te dire que normalement, là, comment ça se passe là, en présence. Mais en général, je ne pense pas qu'il y a d'enjeu par rapport aux autres étudiants qui voient qu'il y a certaines personnes qui ont des accommodements. Il me semble que quand on parle justement des accommodements, qu'il y a des choses qui ne peuvent pas se corriger autrement, exemple, qu'avec avoir un portable, un logiciel, parce que ta situation ne changera pas. Mm-hmm. Mais des fois, il me semble qu'il y a des éléments qui pourraient être travaillés. Tu sais, on parlait de prévention tantôt, travailler avec les jeunes. Admettons qu'un jeune a une mesure parce qu'on sait qu'il fait de l'anxiété. Mm-hmm. Il me semble que souvent, on traîne la mesure pendant plusieurs années, mais ce jeune-là, finalement, il n'y a pas eu d'action qui est posée pour l'aider, pour
lui faire vivre une réussite quelconque qui va faire qu'à un moment donné, il va se détacher tranquillement, pas vite de cette mesure-là. Il me semble qu'on est souvent en réaction puis en curatif, mais pas beaucoup en préventif. Ouais. Bien, c'est là où le fait d'avoir un plan d'intervention, c'est pas tout le temps juste le plan. Il faut mettre des stratégies en place, justement, pour gérer l'anxiété. C'est un peu comme quand on prend de la médication, quelqu'un, mettons, qui fait une dépression, va lui donner des antidépresseurs, mais l'antidépresseur tout seul ne fonctionnera pas. Ça prend une thérapie ou une psychothérapie pour aider la personne à changer ses stratégies pour ne pas retomber dans ces patterns-là. Même chose à l'école. Donc, si tu as de l'anxiété, c'est un trouble anxieux généralisé, par exemple, puis que les examens chronométrés te causent problème, OK, on va te permettre d'avoir du temps supplémentaire aux examens, mais éventuellement, il faut que tu apprennes aussi à te gérer pour justement estomper la mesure d'accommodement. Donc, apprends à te gérer, mets en place tes stratégies, puis éventuellement, probablement que tu n'auras plus besoin de temps supplémentaire. Hey Karine, ça a passé extrêmement vite. Je te remercie beaucoup d'avoir participé au podcast Classe à part. Bien, merci de m'avoir invité. Écoute, j'ai trippé sur l'aventure, même si des fois j'ai buté sur quelques mots, là, mais ça fut une heure qui est passée comme l'éclair. Merci beaucoup. Bye à tout le monde. À la prochaine. Merci tout le monde.